tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire que va animer Jean-Christophe Cuvelier de chez MyTower. Le sujet est intéressant, pourquoi et comment automatiser le contrôle facturation transport, un sujet où il y a des gains à faire, surtout en cette période où le business est un peu plus calme. C'est le moment de travailler sur ces sujets-là. C'est des sujets sur lesquels on ne prête pas toujours de l'attention et pourtant, c'est souvent un gisement de gain, un moyen de s'assurer qu'on paye bien le service que l'on a obtenu, tout simplement en transport. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe. On est dans la même salle, comme vous le voyez. Donc, aujourd'hui, c'est un binôme en présentiel. Et donc, je laisse la place à Jean-Christophe qui va nous partager cette présentation. Bon, écoutez, bonjour à tous. Jean-Baptiste, merci pour ton invitation. Et puis merci à Alp Supply Chain de me donner l'opportunité de partager avec vous ce sujet. Alors, le sujet du contrôle facturation, on va dire que c'est un peu un serpent de mer. Hein. Donc, on en entend parler depuis des années. C'est le sujet qui revient à chaque fois qu'on est dans une entreprise, que ce soit un industriel ou un distributeur. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, ça va être d'essayer d'approcher de manière assez pragmatique le sujet et puis de vous donner le maximum d'éléments pour faire les bons choix en termes de décision de qu'est-ce qu'il faut contrôler et comment il faut contrôler. Voilà, en tout cas, c'est mon objectif, c'est que vous ressortiez de ce webinaire avec les idées un peu plus claires sur la méthode qu'il faut employer pour mettre en place un contrôle facturation. Donc rapidement, MyTower, en introduction très rapide, on est un éditeur de logiciels. Donc on est spécialisé sur, on va dire, 3 grandes thématiques. La thématique du transport, et puis de manière beaucoup plus large de la douane et puis du commerce international, ce qu'on appelle plus communément le Global Trade Management. Voilà, donc là aussi, très rapidement, qu'est-ce qu'on couvre en fait au niveau de nos logiciels? On couvre vraiment toute la partie transport management, donc ce qu'on appelle le TMS. Donc vous retrouvez les grandes briques du TMS, que ce soit les briques de planification, d'optimisation, d'organisation, d'exécution. Bien évidemment, toute la partie finance, la partie stratégique avec toute la partie appel d'offres. Et puis sur la partie droite, vous avez tout ce qui va concerner les sujets plus tournés vers le commerce international, en particulier toute la classification des produits, que ce soit la classification européenne, mais aussi la classification, on va dire, plutôt orientée sur l'export contrôle, et puis la gestion des origines préférentielles, non préférentielles. Voilà, tout le pilotage des brokers, toute la partie export contrôle, et puis depuis quelques mois maintenant, toute la partie regulatory compliance, en particulier les mesures d'ajustement carbone aux frontières, tout ce qui concerne le suivi, la traçabilité de la déforestation, hein, une nouvelle réglementation européenne qui devait être mise en vigueur en janvier 2025 et puis qui a été reportée en janvier 2026, et puis tout ce qui concerne le travail forcé. Voilà, donc, vas-y Jean-Baptiste. Voilà, donc la finance, c'est un peu le sujet du jour. Hein. Donc le sujet du jour, ça va être vraiment de tourner autour de tout ce qui va concerner le contrôle facturation, la préfacturation, la gestion des grilles de transport. Donc c'est ça dont on va parler ce matin. Voilà, déjà un rapide état des lieux. On considère aujourd'hui, malheureusement, on va dire, que simplement 5% des entreprises en Europe contrôlent leurs factures de manière exhaustive avec des règles et une méthodologie qui est vraiment, on va dire, l'état de l'art du contrôle facturation. A contrario, aux États-Unis, vous voyez que vous avez un contrôle facturation qui est beaucoup plus avancé, puisque aujourd'hui, c'est 70% des entreprises qui contrôlent leurs factures. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là aussi, on voit ces chiffres, mais il y a des raisons qu'on ne soupçonne pas toujours, mais qui sont assez claires, et je vais vous les expliquer. En tout cas, chez nous, ce qui est clair, c'est que le contrôle facturation, en tout cas quand il est fait manuellement, sur de grosses quantités de factures, ça prend énormément de temps, et donc d'un point de vue économique, c'est pas rentable. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a quand même une certaine complexité des grilles tarifaires chez les transporteurs, les contrats. Alors c'est voulu, c'est pas voulu. En tout cas, il y a une certaine complexité à appréhender les grilles tarifaires.
Il n'y a pas de standardisation au sein même d'un transporteur entre deux clients différents. Vous avez deux modes de facturation qui peuvent être différents avec des règles différentes, alors que vous utilisez quasiment les mêmes grilles tarifaires. Donc là aussi, on voit qu'il y a il y a une grande disparité et c'est pas homogène à l'intérieur même des transporteurs. Le marché n'est pas équipé en outils. À partir du moment où on veut automatiser, donc dès qu'on commence à vouloir le faire, ce que je disais de manière manuelle, ben, effectivement, les coûts sont supérieurs aux bénéfices. Et puis, il y a aussi toute une culture dans nos sociétés, en particulier au niveau du transport, avec la priorité qui est plutôt donnée aux relations avec les transporteurs. Donc, on ne veut pas forcément se froisser avec les transporteurs, hein, et avoir toujours... enfin, le sujet financier peut rester un tabou avec certains transporteurs. Voilà, et puis ben, le manque de culture d'optimisation des coûts, là aussi, qui est pas encore, même si on veut optimiser les coûts de transport, la partie facture reste pas forcément le sujet qu'on aborde en premier. Et puis, il y a une absence de réglementation en Europe sur le contrôle facture. Donc, Jean-Baptiste, tu veux bien Mais passer au slide? ça veut dire que s'il y a une absence de réglementation en Europe, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits où c'est réglementé. Exactement. Ah, voilà. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aux US, 70% des entreprises contrôlent leurs factures. Donc, si tu veux bien passer le slide suivant, je vais un peu aborder le sujet. Donc, effectivement, aux États-Unis, en fait, c'est surtout les agences fédérales, hein. Donc, c'est toujours le gouvernement, les agences fédérales qui sont des gros consommateurs de transport. Et donc, comme ils sont des gros consommateurs de transport et qui sont assez, on va dire, précis sur le suivi de leurs coûts, bah, ils ont réglementé en fait l'émission des factures de transport et toutes les agences d'État entre guillemets ont mis en place des systèmes de contrôle liés à cette réglementation. Ce qui fait que cette culture du contrôle transport au niveau de l'État bah, a déteint entre guillemets sur les entreprises et donc il y a des spécialistes du contrôle facturation. Généralement, c'est des entreprises tiers entre guillemets totalement neutres qui font à la fois le contrôle facture et puis qui payent les transporteurs. Donc c'est un intermédiaire entre l'entreprise et puis les transporteurs. Donc les entreprises ne payent pas directement le transporteur, c'est ce tiers de confiance qui à la fois fait le contrôle des coûts et avance l'argent pour le compte des entreprises. Donc tout ça c'est très réglementé, ce qui explique qu'aujourd'hui bah, les entreprises américaines contrôlent leurs factures, à contrario des entreprises européennes où finalement chacun est libre et l'État, malheureusement, ne contrôle pas ses factures de transport. Voilà. Lui-même. Donc, on pourrait presque dire que ça serait bienvenu dans ces temps un peu difficiles qu'on traverse aujourd'hui. Mais bon, on en est on est loin du compte. Alors pourquoi contrôler? Bah, le contrôler, on va dire que c'est assez évident hein, quand on revoit un peu les retours d'expérience. Alors c'est nos retours d'expérience, mais c'est retours d'expérience qui sont partagés par tous ceux qui sont spécialisés sur le contrôle facturation, ou en tout cas les éditeurs qui ont des modules spécialisés. En gros, sur l'affrètement c'est des camions complets et puis le demi-lot, c'est des modes de transport qui sont assez simples en termes de facturation. Vous avez 1% d'écart facture, 3% sur la messagerie dès qu'on commence à rentrer sur des grilles tarifaires un peu plus complexes, 4% sur le business intégrateur, donc le door-to-door international, c'est les FedEx, les UPS et puis les DHL. 5% sur le maritime, alors là, quand on arrive sur l'aérien, tout de suite, on a des coûts, enfin des écarts factures qui sont assez significatifs. Voilà, donc je ne vous parle pas encore du comment, parce que ça, c'est beaucoup moins évident, et on l'abordera par la suite, mais vous voyez que le pourquoi est relativement évident aujourd'hui. Alors ça, c'est une planche que j'avais déjà lors de mon dernier webinar, que je ressors toujours. Alors, c'est des rappels, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est important qu'on segmente la fonction transport au sein d'entreprise. Vous voyez qu'il y a quatre, entre guillemets, quatre grandes activités, hein. L'activité d'organisation et puis de suivi des livraisons, toute la partie achat-finance qui nous concerne, tout ce qui va concerner plutôt l'optimisation, l'ingénierie, les plans de transport, la construction des plans de transport, la gestion des plans de tournée pour ceux qui font des tournées. Et puis, bah, depuis quelques années maintenant, on se retrouve avec un pôle d'activité qui est plutôt orienté carbone, développement durable, RSE autour du transport. Donc, ce qui va nous intéresser, Jean-Baptiste, c'est vraiment l'achat finance. Donc, si tu peux aller sur le slide suivant. Voilà, l'achat finance et puis ben, regarder un peu comment on structure cette fonction au sein des entreprises. Donc là aussi, c'est assez simple. Vous allez me dire, ben, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est toujours bon de le rappeler, hein. Donc,
Identifier les transporteurs et puis acheter, c'est le rôle de l'acheteur. Alors, il y a des organisations où il y a des acheteurs spécialisés, puis des organisations où il n'y a pas d'acheteurs. En tout cas, ce qui est important, c'est que même quand il n'y a pas d'acheteur et qu'il y a un responsable de transport, de bien faire la part des choses dans la répartition de ces activités entre, d'un côté, identifier les transporteurs, les sourcer, les qualifier, et puis acheter le transport. De l'autre côté, contrôler les factures, traiter les hectares. Généralement, c'est plutôt les opérations, ceux qui sont en charge des opérations qui font ce type d'activité. Parfois, c'est la compta. Tu l'as mis à la fin, Et puis j'ai payer, dit, il a payé, il faut payer. le bon à payer. Le bon à payer, c'est la comptabilité, ou en tout cas, la comptabilité a reçu le bon à payer, mais il faut payer, puis on est relancé par le transporteur parce que la facture n'a pas été payée. Ça met la pression. Ça met la pression. Et ben là aussi, quand on regarde en fait la structure des coûts, on se rend compte que finalement, le contrôle facture concerne pas mal de monde dans l'entreprise, l'acheteur, les opérations et puis la comptabilité. Donc, quand on va rentrer plutôt dans la recherche du calcul de ROI, savoir exactement qu'est-ce qu'on peut dégager en termes de productivité administrative, il y a de la productivité chez les trois acteurs. Donc, le message qui est clair aujourd'hui, c'est que la réussite d'un projet de contrôle facturation, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochains slides, ça se joue au niveau des achats. Hein. C'est pas les opérations. Les opérations, ils sont là pour contrôler et puis traiter les écarts, demander les justificatifs pour les valider. Vraiment, tout l'enjeu du contrôle facturation se joue bien en amont, se joue au moment où vous achetez le transport auprès de vos transporteurs, au moment où vous négociez les grilles tarifaires. C'est là que vous avez la réussite de vos projets. La structure de la grille, enfin, j'imagine que tu peux en parler. Voilà, donc je vais parler, Jean-Baptiste, des structures de grille. Donc, les principaux concepts à maîtriser, ils n'y sont pas tous, mais je vous ai mis vraiment les principaux. On va parler des grilles tarifaires. Qu'est-ce que c'est qu'une grille tarifaire? Il y a beaucoup d'interprétations autour de la grille tarifaire. Vous verrez qu'un tarif est forcément associé à des règles de calcul. Mais une règle n'est pas suffisante. Hein. Quand est-ce qu'on applique cette règle? Donc, c'est ce qu'on appelle les règles d'applicabilité. Quand est-ce que cette règle est valable? Donc, tout ça, c'est des informations qui sont importantes à récupérer auprès des transporteurs pour pouvoir justement, entre guillemets, pouvoir effectuer le calcul et donc le contrôle. Les types de factures, je reviendrai dessus. Hein. Il y a plusieurs types de factures que les transporteurs, en fonction des modes de transport qui sont adressés. Quand on fait du contrôle facture, voilà, s'il y a 1 euro d'écart, est-ce que ça vaut le coup de mettre en place tout un processus de justification pour 1 euro d'écart? C'est pas forcément très pertinent. Donc, il y a aussi des notions de tolérance sur les écarts. Les formats des factures, c'est finalement, on va recevoir les factures sous quel format? Est-ce que c'est un format papier? Est-ce que c'est un format échange fichier XML? Est-ce que c'est des fichiers Excel récapitulatifs? Voilà, donc tous ces éléments sont à prendre en compte quand on veut mettre en place un contrôle facturation. Et en tout cas, c'est au niveau des achats que ça se discute. Et ça se discute avec les transporteurs, avec les équipes commerciales, voire techniques chez les transporteurs. Alors, on y va. Voilà, donc, premier concept, la grille tarifaire. Il faut donner une définition à cette grille parce que c'est un peu la difficulté qu'on rencontre quand on est chez les clients. C'est j'ai un transporteur, j'ai une grille. De temps en temps, j'ai plusieurs grilles pour le même transporteur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une grille tarifaire? Et ça, c'est vraiment important de se mettre dessus. Donc, une grille, en règle générale, c'est pour un et un seul transporteur. Hein. Une grille tarifaire n'est pas valable pour plusieurs transporteurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de ce grille, il y a le format de la grille. Donc, le format de la grille, c'est quoi? C'est les postes de coût. Donc, quels sont les postes de coût qui sont pris en compte par le transporteur pour vous facturer? Donc, je reviendrai un peu sur les postes de coût. Et puis, à chaque poste de coût est associé une règle de calcul et puis des règles d'applicabilité. Donc, vous voyez que vous pouvez essayer de partager une même grille tarifaire, c'est-à-dire les mêmes postes de coût avec plusieurs transporteurs, mais vous verrez que les transporteurs peuvent avoir des règles de calcul et puis d'applicabilité qui sont différentes, d'où l'unicité de la grille de tarif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un élément est différent d'un transporteur à l'autre, on considère que c'est une nouvelle grille. Donc cette notion de grille, elle est importante à prendre en compte parce que vous verrez que c'est un inducteur dans le calcul du retour sur investissement du contrôle facturation. Et ça, on aura l'occasion de revenir un peu plus dessus dans les prochains slides. Donc, une fois qu'on a donné, alors je vous donne des exemples, hein, vous voyez, des postes de coûts, il y en a, ils sont très créatifs, hein, les transporteurs il y a autant de postes de coûts, c'est quasiment infini, vous pouvez avoir des... Pour donner un exemple, chez le Marit,
dans le maritime chez Groupe Seb, on avait 800 postes de coût pour notre business. Voilà, donc vous voyez, c'est d'où l'unicité de la grille. Hein. Vous voyez bien que en fonction des transporteurs, chacun y va de son poste de coût, sans compter les règles qu'il y a derrière. Hein. Donc vous voyez que important de bien définir ces postes de coût avec les transporteurs. Donc, je vous en ai mis là. C'est les équipes qui m'ont dosé ça sur la partie route. Il y a les surcharges, mais si tu vas sur le slide suivant, il y en a autant sur la partie internationale, hein, sur le maritime et puis l'aérien, là aussi. Vous voyez, Voilà, le pré-post-acheminement, effectivement, c'est l'occasion d'avoir plein de services différents. voilà, donc vous avez une multitude de postes de coûts donc, qui sont possibles dans vos grilles tarifaires. Voilà, donc là, je prends des exemples. Alors, j'ai pris des exemples basiques, hein, mais vous voyez, on est sur la route, bah, c'est le coût fixe fois le nombre de palettes selon la destination. Puis alors, vous pouvez avoir un coût dégressif en fonction du nombre de palettes ou de colis, multiplié par le poids taxable selon la destination. Et puis, vous voyez qu'on peut encore complexifier. Vous avez le coût dégressif fois le poids taxable selon la destination et puis selon le service utilisé. Est-ce que c'est un service 12-24, 24-48 ou est-ce qu'il y a d'autres types de services derrière? Voilà, et puis après, on peut même aller jusqu'au-delà du service, on peut mettre le destinataire livré. Enfin voilà, vous avez un ensemble, entre guillemets, de règles qui peuvent être appliquées, d'où la nécessité de mapper ces règles, de bien les comprendre. Et vous comprenez la difficulté que quand on veut contrôler manuellement une facture, si on n'a pas toutes ces règles, c'est impossible de contrôler une facture, d'où la nécessité, si vous voulez, de récupérer tout ça et puis de se tourner vers l'automatisation. Oui, puis comme tu le disais, les poids taxables peuvent être différents d'un transporteur à l'autre, hein, Exactement. au poids volumétrique, au poids, au volume, parfois même c'est au mètre de plancher. Voilà, d'où cette nécessité vraiment d'avoir un vrai échange avec le transporteur et puis de récupérer toutes ces informations. Voilà, alors est-ce qu'on peut imposer ses propres grilles tarifaires? Oui, non, grande question. Alors nous, on a essayé en tant que prestataire, puisque à un moment donné, on a déployé du contrôle facturation chez des clients. Et au début, j'étais assez naïf quand j'étais dans ce milieu-là. Et puis je me suis dit, bah oui, je pose de coûts, les règles de tarif, format de la grille, voilà, on met tout le monde, on veut voir qu'une tête alignée, une grille, et puis tout le monde va se mettre dedans. Donc, les premiers appels d'offres qui avaient été lancés dans le cadre du contrôle facturation, c'est ce qu'on avait recommandé au tout début à nos clients. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que quand on a voulu faire rentrer tout le monde dans la même grille tarifaire, les transporteurs étaient incapables Alors, ils étaient capables de répondre à la grille, hein, c'est-à-dire de répondre dans le format de la grille. Par contre, une fois qu'ils ont voulu facturer selon les règles qui avaient été prédéterminées et homogénéisées pour l'ensemble des transporteurs, on se rend compte que les transporteurs ont énormément de mal dans leur système d'information à reparamétrer et à respecter, entre guillemets, des formats que nous, on leur a imposés. Donc, ils ont du mal à le faire. Conséquence de ça, on se retrouve avec des factures avec toujours des écarts. Et donc, finalement, c'est contre-productif parce que on est obligé de tout recontrôler. On a juste déplacé le On a problème. dépassé le problème. Et puis voilà. Donc est-ce que c'est possible et réaliste? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste aujourd'hui. Donc, le parti pris, c'est de dire, à partir du moment où on veut contrôler une facture, il vaut mieux dire au transporteur, c'est vous qui nous donnez les formats, les règles de calcul et puis les règles d'applicabilité. On considère que si c'est vous qui les donnez, forcément vous êtes capable de les facturer. Et comme nous, on a le droit de contrôler vos factures, vous êtes obligé de nous les donner, sinon on ne peut pas contrôler les factures. Et donc vous voyez que vous avez un alignement d'intérêts avec tout le monde et ça évite d'avoir des biais dans les discussions a posteriori où le transporteur va vous dire oui, mais c'est vous qui nous avez imposé les grilles et les règles et nous on a du mal à l'appliquer et donc vous allez tourner en rond et vous continuerez à avoir des écarts sur vos factures. Donc comme vous n'allez pas pouvoir toutes les contrôler, vous continuerez à payer des surcoûts. Alors, il y a un petit inconvénient quand même, c'est que du coup, l'acheteur, notre ami l'acheteur, lui, va passer plus de temps en amont à faire sa simulation parce que lui, à un moment, il doit quand même rapporter des économies à l'entreprise, s'assurer qu'il y ait un bon équilibre entre le service et le prix et il doit quand même faire des simulations. Alors lui, là, ça va commencer à être compliqué pour lui. Jean-Baptiste, tu as entièrement raison. C'est pour ça que je vous disais en tout début de webinaire que la fonction de transport, l'achat, c'est stratégique, c'est primordial et effectivement, il y a du temps à passer. Donc, on va revenir justement sur cette notion de charge de travail chez l'acheteur et comment on optimise cette charge de travail. Bon, dans les grands concepts, vous voyez que vous avez plusieurs types de factures. Donc, vous avez les factures unitaires. Donc, je vous ai mis un exemple de facture à gauche.
c'est une seule facture, c'est du maritime. Donc vous avez l'ensemble des postes de coûts. Vous voyez déjà que vous avez même des devises qui peuvent être différentes en fonction des postes de coûts. Par contre, vous avez une devise récapitulative à la fin. Donc va se poser la question des taux de change qu'il faudra discuter à un moment donné. Puis vous voyez que sur la droite, vous avez un autre format de facture. Alors ça, c'est plutôt des factures, on va dire, de messagerie. On peut même avoir ce type de facture sur de l'affrètement. Où là, vous avez une facture récapitulative avec un ensemble d'expéditions qui ont été présentées. Donc là, il y a tout un quiproquo quand on est chez les clients et qu'on leur pose la question, mais vous avez combien de factures à contrôler? Alors, ils nous disent, j'ai 10 transporteurs, et puis certains nous disent, j'ai 10 factures par mois. Ah c'est-à-dire que vous faites que 10 expéditions par mois. Ah non, je ne fais pas 10 expéditions par mois, je fais beaucoup plus d'expéditions. Donc en fait, vous ne contrôlez pas vraiment 10 factures, mais vous contrôlez chaque expédition à l'intérieur d'une facture. Donc vous voyez que là aussi, dans le vocabulaire, dans la façon de cuber, entre guillemets, ce qui doit être contrôlé, il peut y avoir, entre guillemets, des interprétations qui sont importantes à clarifier. Donc ce qui est important, c'est qu'importe le format de la facture, ce qu'on contrôle, c'est une expédition. Une expédition égale une facture, même si à la fin, vous avez une facture consolidée qui fait un récapitulatif de toutes les factures du mois. En tout cas, l'acte de contrôle se fera au niveau de chacune des expéditions. Voilà, donc je reviens sur les histoires de devises. Donc sur une même facture, vous pouvez avoir des devises différentes par poste de coût. Donc la question qui va se poser, c'est finalement quel est le taux de change de référence qui va être appliqué. Ouais, il y a un risque de taux de change. Il y a un risque de taux de change, parce que ça va créer des écarts. Et puis, qui fournit le taux de change? Est-ce que c'est le transporteur qui vous impose le taux de change? Est-ce que c'est vous qui choisissez le taux de change? Et puis après, quand on prend des transports internationaux, je pense en particulier aux maritimes, quand est-ce qu'on applique le taux de change? Est-ce que le taux de change il est appliqué au moment où le conteneur part du port de départ, ou est-ce qu'on l'applique à l'arrivée? Tout ça, c'est des règles qu'il faut discuter avec les transporteurs. Il faut se mettre d'accord, parce que sinon, à un moment donné, on va toujours être en désaccord sur le contrôle, parce qu'ils vont vous dire, oui, moi, je n'ai pas appliqué le même taux de change, puis je l'ai appliqué à l'arrivée, vous l'avez appliqué au départ. Enfin, voilà. Donc, autant de frictions qui peuvent se présenter au moment où on arrive sur la partie contrôle et où les règles n'ont pas été correctement déterminées. Voilà, les tolérances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là aussi, il faut discuter des tolérances. Donc, vous voyez qu'on peut appliquer des tolérances par transporteur. On sait qu'il y a des transporteurs où on sait qu'il y a moins de risques d'erreur dans le temps, parce qu'on a bien travaillé avec eux, donc on accepte plutôt des tolérances. Puis, on peut aussi avoir des tolérances par poste de coût. Voilà, alors vous pouvez dire, j'ai pas de tolérance sur ce poste-là parce que je considère qu'il est stratégique. Le transport principal en transport maritime. principal, il représente entre guillemets la majorité j'ai pas de tolérance, ou alors sur des postes de coût où on sait pertinemment qu'ils sont infimes, donc on dit Frais BL. voilà, il n'y a pas de tolérance dessus parce que il y a peu de risque d'erreur. Alors vous pouvez mettre des pourcentages de tolérance sur la valeur. Attention, en pourcentage, on peut aussi avoir des valeurs absolues qui sont importantes, donc on peut aussi dire finalement c'est pas un pourcentage, c'est vraiment une valeur absolue en termes de tolérance. C'est important parce que des fois, le transporteur, il fait des erreurs, mais c'est pas pour lui, en fait. C'est-à-dire qu'il se pénalise lui-même, il facture moins que ce qu'il aurait dû facturer. Hein. C'est pas toujours à sens unique. Hein. Alors, c'est une très bonne remarque. C'est quelque chose qu'on voit dans les discussions qu'on a avec les clients quand on dépose ce type de projet. La question, c'est quand c'est en votre défaveur, est-ce qu'on informe le transporteur? Est-ce qu'on rétribue le transporteur? Donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, la partie, on va dire, l'état d'esprit, entre guillemets, de la relation que vous voulez mettre en place avec les transporteurs. Voilà, et puis bien évidemment, vous avez 3 grandes thématiques dans la façon de contrôler. Vous avez la provision. La provision, ce n'est pas un contrôle, c'est simplement, on calcule, entre guillemets, de façon la plus précise possible, mais on valorise, entre guillemets, chacune des expéditions qui ont été réalisées dans la semaine, dans la quinzaine ou dans le mois. C'est plutôt pour les contrôleurs de gestion qui ont besoin de ce chiffre en fin de mois pour faire leur provision et puis faire la clôture mensuelle. Donc, c'est plutôt, on va dire, c'est pas vraiment un contrôle facturation, c'est le prémisse du contrôle facturation. Et en règle générale, c'est plutôt fait côté opération. Il faut plutôt avoir un TMS pour faire ce type d'opération de provision, parce que ça veut dire qu'on précalcule, entre guillemets, les dépenses du mois. La préfacture, c'est la provision.
on a précalculé et puis on va pousser les calculs auprès du transporteur en disant voilà le récapitulatif de toutes les expéditions, voilà comment nous on a valorisé par rapport aux règles qu'on a sur les grilles et par rapport aux accords qu'on a, même les cotations qu'on a reçues. Hein. Voilà grosso modo ce qu'on doit vous payer. Et là on lui pose la question est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et donc c'est à lui finalement à aller C'est lui qui identifier, contrôle. c'est lui qui contrôle et c'est lui qui identifie les écarts. Donc la charge de travail du contrôle est plutôt de son côté. C'est l'inversé. Et puis l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez reçu son retour, sa justification, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Puis vous avez le troisième niveau qui lui est plutôt le contrôle facturation. Donc le contrôle facturation, c'est vous qui contrôlez a posteriori, une fois que vous recevez les factures. Alors, l'avantage du contrôle facturation, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir TMS. Ça peut être fait de manière complètement décorrélée d'outils, entre guillemets, de type TMS, puisque finalement, on va recevoir des factures et on a paramétré les grilles et puis les règles de calcul dans un outil, et puis on va contrôler tout ça. Ça peut être manuel. Hein. Ça peut aussi être manuel, bien Il ne sûr. faut pas l'oublier, hein. Je pense qu'en la majorité des cas, les gens vérifient manuellement. Ils le vérifient manuellement, mais quand on voit les volumétries, on se rend compte que c'est pas possible. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Juste sur la préfacturation, ce que je vais vous dire aussi, c'est que, attention, la préfacturation n'est pas valable pour tous les modes de transport. Je pense en particulier à la messagerie. Pourquoi? Parce que la messagerie, vous allez vous retrouver dans un système de préfacturation où le transporteur sera toujours aura toujours un écart par rapport à vous. Pourquoi? Parce que lui, il repasse entre guillemets un certain nombre de colis dans des outils de mesure, hauteur, largeur, et puis il recalcule entre guillemets le volume, voire le poids du colis. Et dans les données que vous avez dans les WMS, qui sont censées, entre guillemets, vous récapituler la dimension du colis, le poids du colis, quand les poids et les hauteurs, largeur, longueur des colis sont mal renseignés dans les nomenclatures d'emballage dans les WMS, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire de la préfacture, vous allez ressortir des données qui sont erronées, et donc vous aurez toujours vos préfactures qui sont en écart. Donc la préfacture, c'est bon pour certains modes de transport, je pense en particulier la route avec le lot complet ou le demi-lot. C'est relativement facile, là, il n'y a pas trop d'erreurs de votre côté. Voilà, donc le maritime, c'est bon aussi, normalement. Le maritime, c'est bon aussi, normalement. Et l'aérien, ça devient plus compliqué aussi. Parce qu'opérationnellement, dans les aéroports, hein, tout est remesuré. Hein. Exactement. Ça rentre dans des soutes, donc toutes les micro-erreurs qu'on peut avoir chez nous, il les revérifie. C'est important dans un avion, mais pas n'importe quoi. Exactement, Jean-Baptiste. Donc vous voyez que la préfacturation, ça ne s'applique pas forcément à tous vos modes de transport. Il nous reste les intégrateurs, où là, c'est quasiment impossible de faire de la préfacturation pour les intégrateurs. On est zip code à zip code, avec plein de surcharges, impossible. Enfin, on est d'accord. On est d'accord, on est entièrement d'accord, c'est pas possible. Voilà, donc c'est important d'en prendre compte et de bien comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en termes de préfacturation ou de contrôle facturation. Donc, l'étape suivante, c'est finalement quand est-ce qu'on contrôle. Alors, je vous ai pris un cas fictif et puis vous verrez que toute la seconde partie, entre guillemets, du webinaire va tourner autour de ce cas-là. Alors, c'est des chiffres, c'est des chiffres pour un exemple. Ne prenez pas ça comme argent comptant. Argent comptant, c'est vraiment pour accompagner la démarche. Donc, premier exercice, segmentation des modes de transport. J'ai 18 millions de budget transport. Je les segmente affrètement, aérien, messagerie, intégrateur, maritime. Donc ça, c'est le premier travail. Ouais. C'est où est la dépense transport. Donc ça, c'est un premier travail, entre guillemets, de cartographie et puis de récupération des informations. Deuxième étape, tout de suite, vous dites, une fois que vous avez ces chiffres-là, vous sortez les fameux ratios, entre guillemets, qui sont aujourd'hui assez communément utilisés dans la profession. Et donc, vous allez dire, très rapidement, vous allez pouvoir aller chercher un premier, entre guillemets, enjeu en termes de réduction de coûts possibles sur vos factures. Donc Jean-Baptiste, si tu peux appuyer. On avait une question en même temps que j'étais en train d'appuyer. C'est quoi le ratio entre les entreprises qui préfacturent et celles qui font du contrôle facture? Alors, j'ai pas la réponse. Très honnêtement, j'ai pas la réponse. J'aurais presque envie de dire c'est 50-50. C'est vraiment en fonction des modes de transport et là où il y a les enjeux. On va le revoir un peu plus loin.
c'est vraiment dans cette segmentation que vous avez là à l'écran. En fonction de la segmentation, on décide de mettre une préfacturation ou un contrôle facturation là où on a des vrais enjeux. Si vous avez 10 ou 20 000 euros de potentiel de réduction de coûts sur un budget de 18 millions d'euros, ce n'est pas forcément la Oui, parce priorité. qu'il faut s'outiller pour faire ça, hein. La préfacturation, ça ne sort pas de nulle part. Bah, ça prend du temps. Ouais. Donc, c'est tout, en fait, l'exercice qu'on va faire après, c'est de vous guider, entre guillemets, sur la priorisation de comment je vais prioriser mes contrôles, sur quel type de transport je vais le faire. Voilà, donc là, prenons un exemple assez basique, hein, c'est ce que je vous ai fait. Donc, si vous faites l'exercice rapidement pour avoir un peu vos enjeux, vous voyez que si tu rappuies Jean-Baptiste, bah, tout de suite, on se dit, ah, ouais, c'est évident, il y a quasiment 600 000 euros de gains à aller chercher sur un budget de 18 millions. C'est quand même 3% 3% du budget de transport, ce qui n'est pas neutre, hein, quand on sait comment c'est compliqué aujourd'hui d'aller chercher de la réduction de coûts. Voilà. Cependant, si tu rappuies, attention, le terrain est glissant, hein. La route, Ouais. c'est pas forcément. Voilà. C'est aussi linéaire qu'on le souhaiterait. Voilà, n'annoncez pas tout de suite au management, on a la martingale, il y a 600 000 euros à aller chercher sur le budget. Moi, je l'ai fait une fois. La réponse, elle a été simple. Bah, on va mettre des bonhommes en face, comme ça, on va mieux contrôler la Ouais, facturation. et là, Ça amplifie le problème. ouais, et puis on se rend compte que quand on met des bonhommes en face, ça peut vite aussi coûter très cher de Ah mettre des oui, équipes en ah, face c'est qui très est long la montée formée. en compétence, hein. Donc là aussi, quand on voit ça, premier réflexe, attention, il faut continuer l'analyse. Ouais. C'est pas terminé. Donc c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc vous voyez que là, on a déjà une vague idée de combien on peut aller chercher en termes d'optimisation. Donc on dit, tiens, il y a quand même un intérêt, il faut peut-être aller lancer le projet. Donc, on lance le projet. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire, là. On fait nos cartographies des modes de transport et puis les dépenses associées par mode de transport. Donc, on vient juste de le faire. Deuxième étape, vous le verrez dans les slides suivants, c'est on va aller chercher plutôt essayer de qualifier le nombre de grilles de transport qu'on a. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'unité de travail, c'est vraiment la grille. Donc, vous pouvez avoir 18 millions d'euros de transport. Idéalement, vous avez 3 grilles, c'est génial. C'est super, enfin voilà, c'est facile à mettre en place. Et là, vous allez avoir un retour sur investissement assez rapide sur le projet. A contrario, vous pouvez avoir 18 millions d'euros de transport et puis vous retrouvez avec 40 grilles. Et là, vous allez voir que c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, il y a toute une stratégie qui doit être mise en place au préalable, entre guillemets, au lancement du projet. Donc, c'est moi ce que j'appelle rationaliser. Donc l'enjeu, ça sera de diminuer le nombre de grilles et puis d'augmenter la dépense transport sur chacune des grilles. Pourquoi? Parce que si vous avez une grille de transport qui supporte simplement 200 ou 300 000 euros de budget transport, vous voyez que l'effort à fournir pour mettre en place le contrôle facturation, il n'est peut-être pas pertinent par rapport à une grille où là, vous allez avoir 3-4 millions d'euros de budget transport dessus. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment pouvoir investir du temps pour, entre guillemets, récupérer l'ensemble des règles pour pouvoir l'automatiser et bénéficier, entre guillemets, du retour sur investissement. Donc ça, on va revenir dessus, je vais vous en parler dans les slides suivants et puis je vais vous montrer comment ça marche. Bon, et puis on revient toujours sur ce rôle pivot de l'acheteur, hein, puisque finalement c'est son job, hein, de récupérer les grilles, les règles, et puis c'est pas que de récupérer les grilles et les règles, hein, c'est que si à un moment donné il doit sélectionner les transporteurs, il faut aussi qu'il soit en mesure de comparer les grilles et puis faire des simulations budgétaires. Donc là aussi, on se rend compte que si on le fait manuellement, ça devient vite compliqué. Alors il y a des outils qui permettent de le faire. Euh, Excel? Excel, c'est le premier outil, qui est un outil qui est, voilà. Après, vous avez des outils qui sont un peu plus poussés. Mais en tout cas, ne pas sous-estimer le rôle de l'acheteur dans cette étape-là. Puis après, vous voyez, les étapes suivantes, finalement, c'est des étapes qui sont assez basique, hein. Une fois qu'on a toutes les règles, on configure, on teste, hein. On regarde s'il y a des écarts sur les règles, on se remet d'accord, on fait des allers-retours avec le transporteur pour dire, tiens, sur cet échantillon-là de transport, vous aviez ça de votre côté, moi j'ai ça. Est-ce qu'on a des écarts sur les règles? On rediscute. Très rapidement, on arrive à identifier où est la problématique. Et On puis, clarifie, on on fait des clarifie. amendements au contrat si nécessaire. Exactement, exactement. En tout cas, vous le verrez, on documente et puis on contractualise. On passe. On passe à l'étape suivante. Donc, bon, je refais la démarche en accéléré, hein.
ça y est, vous avez décidé de lancer le projet. Donc, vous avez présenté la démarche à vos transporteurs. Vous avez rappelé les concepts aux transporteurs pour qu'il ait bien les idées claires de son côté. Alors, généralement, les commerciaux chez les transporteurs ont toujours les idées claires. Maintenant, quand vous allez passer côté opération, vous allez vous rendre compte que les idées claires des commerciaux, pas forcément. Enfin, il y a un désalignement avec les opérations et encore plus avec les équipes IT parce qu'on se rend compte que tout ce qui est possible d'un point de vue commercial et opérationnel l'est un peu moins d'un point de vue IT. Donc c'est là où on peut avoir quelques points de blocage, mais bon, ils sont surmontables à partir du moment où on explique clairement les choses. Donc on rappelle les concepts, donc d'où cette notion d'onboarding. Le transporteur, on ne le prend pas à froid, on l'accompagne dans la démarche. Donc on récupère les grilles, les règles, on les valide. À ce moment-là, on fait déjà une première validation en disant, OK, nous, on va paramétrer les outils, puis on va partir sur cette étape-là. On redéfinit un échantillon de référence, bien évidemment. On prend un échantillon suffisamment représentatif. 1 mois, 2 mois, à peu près. On peut prendre 1 mois d'expédition, même pas, et on prend une semaine d'expédition. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des expéditions avec des cas suffisamment pertinents par rapport à la représentativité de vos expéditions et des règles qui sont peut-être un peu compliquées. Et puis à partir de là, on fait tourner, on paramètre la solution, on teste les grilles, et puis on fait tourner, puis on regarde si on est bien d'accord en termes de grille avec le transporteur. On fait les ajustements. Donc c'est l'étape 7 du programme, on fait les ajustements, puis c'est ce que je vous disais, on contractualise. Et donc on entérine, entre guillemets, que voilà, ça c'est le format des grilles, et puis les différentes règles associées. Bien évidemment, on forme les utilisateurs, donc c'est plutôt le rôle des key users, ceux qui sont bien, bien au clair sur la partie des outils. Et puis, on part en go live. On fait une petite étape d'hypercare d'un petit mois parce qu'on se rend compte que malgré le fait qu'on ait tout validé, il y a toujours quelques ajustements à faire avec le transporteur. Là, on fait nos ajustements et puis, écoutez, normalement, c'est parti et puis ça roule. Alors, le calcul du ROI, donc c'est là où vraiment c'est le plus intéressant pour moi. Tout ce que je vous ai expliqué avant, c'était vraiment, vous allez me dire, JC a enfoncé des portes ouvertes, enfin, nous a raconté des trucs qu'on connaît. Là, par contre, on va rentrer dans des choses un peu plus, je pense que les chargeurs ont moins l'habitude de faire. Alors, la première grille que vous avez, voilà, c'est sur la gauche. Déjà, première chose qu'on fait, ça coûte combien 1 heure de travail chez un acheteur ou une journée de travail chez un acheteur, puisque c'est lui qui va acheter. Alors vous allez me dire, c'est dans son job, donc à la limite, c'est sa fonction, donc on n'a pas besoin de l'évaluer, mais bon, on a fait l'exercice, on regarde. Alors j'ai mis un acheteur, un senior expert dans un grand groupe, là, enfin un truc costaud, quoi, un mec il a 15 ans d'expérience sur le transport, c'est son job. Donc voilà, vous voyez qu'on est aux alentours de, alors j'ai des petits yeux, mais je vois plus très bien les chiffres, mais on doit être aux alentours de 90 € de l'heure. Le key user, c'est celui qui est vraiment sur la partie système d'information. Donc, c'est lui qui va maîtriser l'outil et puis qui va paramétrer toutes les grilles, qui va faire les tests, aux alentours de 40 € de l'heure. Puis après, j'ai pris des exemples, mais ne prenez pas les chiffres, encore une fois, comme des vérités, comme ce qui se fait sur le marché. C'est à vous, en fait, de les adapter à votre contexte. Puis celui qui va contrôler, lui, il est aux alentours de 40 € de l'heure. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'un contrôleur puisque tout va être automatisé? Même en automatisation, vous allez quand même avoir des factures qui vont sortir des écarts. Et donc le contrôleur, entre guillemets, de la facture, donc il ne contrôle plus vraiment la facture, mais il va aller chercher la justification de l'écart pour accepter ou refuser, entre guillemets, l'écart facture. Sur la partie de droite, la deuxième pavé, c'est important, c'est de comprendre aussi que il y a des niveaux de complexité de grille qui sont différentes. Donc, on va dire qu'on a 3 niveaux de complexité, la grille simple, moyennement compliquée, puis la grille complexe. Et vous voyez que sur une grille simple, à partir du moment où on veut emborder un transporteur, c'est-à-dire récupérer la grille, se mettre d'accord sur les règles et tout ça, en temps de travail pour un acheteur, on parle d'une quinzaine d'heures de travail. Et puis pour un key user, paramétrer, faire les tests, on parle de 5 heures. Donc sur une grille simple, on a 20 heures de travail. Voilà, 40 heures pour une grille moyenne, 60 heures ou 50 heures, j'ai plus les chiffres en tête, pour une grille complexe. Là aussi, tout ça, ça dépend de votre contexte. Mais c'est important de faire ce type de calcul pour arriver en fait à dimensionner la charge de travail que va représenter la collecte des informations chez les transporteurs. Donc du coup, la grille de dessous, j'ai valorisé. Hein. J'ai regardé, j'ai dit tiens, le coût horaire par, voilà, je dis par le temps passé. une grille simple, c'est 500 € pour intégrer une grille simple. Et vous voyez que quand vous êtes sur des grilles complexes, vous êtes quasiment à 5 000 € la grille complexe. Ah ouais.
Voilà. C'est pas à prendre à la légère, hein. Voilà, c'est pas à prendre à la légère. Alors là aussi, tout ça, ça se discute, hein. C'est des chiffres Oui, que j'ai mis, il faut le calculer, quoi. voilà, j'ai mis ces chiffres, mais c'est pour vous dire qu'il faut le calculer. Puis sur la droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bah, vous avez lancé, ça y est, vous êtes en run, hein, les contrôles factures sont faits automatiquement, donc vous le verrez, je vous montrerai des exemples. Il n'y a pas d'écart, donc ça se valide automatiquement. Puis il y a des écarts, bah là, il faut réintervenir. Donc là, j'ai mis de façon assez fictive, là aussi, hein, j'ai cubé le temps qu'il faut pour rejustifier un écart et puis se mettre d'accord avec un transporteur. Donc en fonction de la complexité des grilles, de la même manière, on essaye d'évaluer combien coûtera la justification des écarts. Voilà, donc refaisons un exemple assez simple, hein. Vous voyez, on prend l'exemple de la route. Tout à l'heure, souvenez-vous, dans notre exemple, on avait 6 millions d'euros sur la route. Donc, on a un gain estimé dans les ABAC du contrôle facturation de l'ordre de 1%. Donc, on se retrouve avec 60 000 euros de gain. Là aussi, ce qui est important de comprendre, c'est la route. Bah, la route, c'est du lot complet puis du demi-lot. Donc, on resegmente, entre guillemets, la dépense transport. Et donc, là, dans l'exemple, je réaffecte 4% sur le lot complet, 4 millions sur le lot complet, puis 2 millions sur le demi-lot. Et j'affine, entre guillemets, le travail. Et je dis, bah, pour ces 4 millions d'euros de transport, j'ai combien de transporteurs? Donc là, vous voyez, j'ai 4 transporteurs. Puis, une fois de plus, je resegmente et je regarde finalement sur chacun des transporteurs, j'ai combien de millions d'euros de transport? Bah, je vois que le transporteur 1, il représente 1 million d'euros, et puis ainsi de suite dans l'exemple. Et donc, vous voyez que sur l'exemple, j'ai 5 transporteurs. 5 transporteurs pour un budget transport de 6 millions d'euros. Des gains estimés à 60 000 euros. Donc, vous voyez qu'en fonction des transporteurs, j'ai des gains qui sont pas Ils forcément sont les mêmes, différents, ouais. qui sont différents. Donc, ça donne déjà une première indication, Jean-Baptiste, finalement, de comment on peut prioriser. Mhm. Alors, je reviens sur cette notion de grille. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est que on a travaillé, on s'est mis d'accord sur la définition d'une grille, on a, entre guillemets, estimé les temps que ça prenait d'avoir des grilles. Et donc, ben, j'ai un transporteur, j'ai 1 million d'euros, mais j'ai combien de grilles de transport dessus? Ouais. Hein, parce que vous pouvez avoir des transporteurs avec 1 million d'euros, mais vous avez plusieurs grilles. Ouais. Je pense en particulier à la messagerie. Donc, c'est pas vrai dans cet exemple-là, mais prenons de la messagerie. Si vous avez un transporteur avec 1 million d'euros, ben vous avez une messagerie standard, une messagerie express, 12, 24, 24, 48. Ben, tout de suite, c'est deux grilles, parce que les services sont différents, donc les coûts sont pas les mêmes, enfin, les valeurs à l'intérieur des grilles sont pas les mêmes. Et donc, vous voyez que sur un poste à 1 ou 2 millions d'euros, bah, vous pouvez avoir deux grilles. Alors, j'ai fait un exemple, c'est factice, hein, mais vous voyez que le transporteur numéro 2, il a 2 millions d'euros, il y a 20 000 euros en gain possible. Par contre, il y a deux grilles. Ouais, bon, on Hein. voit tout de suite que lui, ça va lui coûter plus cher de le mettre en place que les Exactement. gains qu'on peut imaginer avec lui. Exactement. Hein. Donc, ouais, c'est relativement simple et basique finalement. Puis, alors, une fois que vous avez déterminé le nombre de grilles qu'il y avait, vous voyez qu'au total, vous avez 10 grilles, bah, vous remettez un peu la complexité des grilles, hein, en Mhm. fonction de ce qu'on a. Donc là, c'est fictif aussi, hein. J'ai mis des chiffres pour vous montrer. Mais voilà, donc toujours la complexité des grilles, puisque la complexité des grilles, ben, elle intervient dans le temps qu'on va passer dessus pour faire l'onboarding. Donc, vous voyez que finalement, le coût d'onboarding d'un transporteur, hein, si je prends la ligne numéro 1, bah, j'ai 1 million d'euros, j'ai 10 000 euros de gains possibles sur cette grille-là. Bah, c'est une grille qui est relativement simple, et puis j'ai qu'une seule grille, donc ça me coûtait 1580 euros. Puis vous voyez, le transporteur numéro 2, il y a 20 000 euros, il y a deux grilles, par contre c'est des grilles un peu plus complexes. Ça va tout de suite me coûter 6 000 euros pour 10 000 euros de gains Non, derrière. mais c'est intéressant dans la réflexion parce que justement, ça pousse aussi à fidéliser les transporteurs. Mais, Parce qu'on le fait une première fois, là, c'est one shot. Et après, bah, si on fidélise les transporteurs, bah, on peut avoir un ROI qui s'étale dans les années futures. alors ça, vous allez le voir après. Ça, je t'explique après. Ah, Tu je es suis déjà en désolé, train je t'ai d'anticiper, spoilé mais là. Oh là voilà. là. Donc, vous voyez que vous avez et puis, c'est pas fini parce que, bon, alors on voit qu'on a 60 000 euros de gains. On voit que finalement, mettre en place le contrôle sur la route, encore une fois, c'est un exemple. C'est pas, ne prenez pas les chiffres comme vérité. Bon, là, dans l'exemple, bon, ça coûte 30 000 euros, hein, de mettre en place le système. Et vous voyez que sur la droite, bon, vous avez mis en place le système de contrôle, ça vous a coûté 30 000 euros, mais il y avait quand même des écarts encore sur les factures, hein. Parce que la vérité, il n'y a pas 100% de factures juste bonne du premier coup, parce qu'il y a des postes de coûts qu'on n'arrive pas à modéliser. Je prends l'exemple de l'aérien. Quand on fait de l'aérien, quand vous avez du fret opaque, ben, il y a la brigade cynophile qui passe, Ouais. hein, avec les chiens qui vont renifler. Non, mais ça, vous ne pouvez pas le modéliser. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez du fret Ouais. opaque et pas du fret opaque sur les expéditions. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des additional costs, hein. C'est des coûts additionnels non modélisables. Ouais. Donc, bien évidemment, la facture, elle va tomber en écart par rapport à ce que vous avez calculé.
Et donc, ce que vous allez demander le certificat de la brigade cynophile. Les chiens sont passés sur du fret opaque. Le transporteur, pour justifier que les chiens sont passés, de toute manière, il reçoit une facture de la brigade cynophile, 75, 100 euros, et donc il va vous justifier son écart. Voilà. Donc, disons qu'on a 75% des factures qui sont bonnes du premier coup, ce qui est déjà, en termes de retour d'expérience, ce qui est déjà un bon niveau. Hein. Voilà, je mesure mes propos, c'est un très bon score déjà. Vous voyez que il faut quand même justifier tous ces écarts. Et vous voyez que le justificatif des écarts, c'est 10 000 euros. Hein, parce que j'ai quasiment 1800 factures à justifier un écart dans l'exemple que je vous donne. Et puis, en fonction de la complexité des grilles, on a calculé quel était le coût. Donc, vous voyez que vous avez 60 000 euros d'écart. Si tu appuies un peu plus sur le bouton, hein, Jean-Baptiste, 60 000 euros de gain. Et puis, vous avez 30 000 euros pour mettre la phase projet. Alors, la phase projet, vous allez la payer qu'une fois. Hein. Oui. Vous n'allez pas changer de transporteur tous les ans. C'est pas l'objectif. C'est que, une fois que vous avez mis vos grilles en place, alors vous avez des taux qui vont peut-être bouger dans les grilles parce qu'il y a des ajustements, mais les règles ne vont pas bouger. Donc, en fait, vous allez mettre à jour une grille quand les règles sont figées. Ça prend quelques minutes. C'est pas, voilà, donc on ne comptabilise pas. Donc, la phase projet, vous allez la payer qu'une fois. Et vous voyez que le run, lui, par contre, vous allez le payer. Donc, on va en revenir dessus après. Je vais revenir. Si tu veux bien passer au slide suivant. Donc, le slide suivant, c'est le calcul du ROI. Vous voyez que ce qui est important, c'est. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont fait le webinaire suivant, j'ai déjà fait tout un truc sur le calcul du ROI des TMS, mais moi, je ne veux pas lancer de projet avec des clients tant qu'on n'y voit pas clair sur le calcul du ROI, parce que finalement, après, on se met en défaut parce que on a un quiproquo. Ils pensaient que ça allait rapporter tant. Ouais, Et puis, quand on voit les 60 000, on a envie d'annoncer 60 000, mais c'est amoindri par le fait qu'il faut le mettre en place. Et donc, vous voyez, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer à votre management. Finalement, je fais cette démarche-là parce que ça va me rapporter quoi. Donc, vous voyez, le coût d'onboarding, c'est le coût du projet. Hein. Donc, on a fait le projet, ça m'a coûté 30 000 euros. Le coût de traitement des écarts, je pars sur du principe que j'ai 75% des factures qui sont bonnes du premier coup. J'aurai toujours des coûts additionnels qui vont arriver. Donc, vous voyez que le coût du traitement des écarts, ça va vous coûter 10 000 euros tous les ans. On va partir sur ça. Puis après, vous avez l'abonnement à la solution. Alors, j'ai mis un abonnement fictif, hein, mais bon, ouais, vous avez un abonnement à la solution, c'est 20 000 euros par an. Voilà, donc ça, vous allez le payer pendant toute la durée des 5 ans. Donc, vous avez des gains, vous avez 60 000 euros de gains, on l'a vu. Hein. Et puis, le cash flow sur la première année est négatif. Hein, puisque comme j'ai onboardé les transporteurs, ça m'a coûté. C'est le coût d'investissement. J'ai fait un coût d'investissement, donc j'ai un cash flow négatif sur la première année. Mais vous voyez que la deuxième année, en N+1, vous voyez que le coût d'onboarding n'est plus là, donc votre cash flow devient positif. Et donc, vous voyez que votre projet commence à devenir rentable. Et donc, vous voyez qu'en cash flow cumulé, au bout de 5 ans, j'ai un cash flow cumulé de, je ne vois pas très bien les chiffres là, mais c'est 120 000 euros, je crois. 118 143. Voilà. Et puis pour un total de gain de 300 000 euros sur les 5 ans, puisque c'est 60 000 x 5. Donc vous voyez que le payback de votre projet, on a un problème sur le payback du projet, puisque le payback du projet, il est supérieur à 1 an. Hein, c'est-à-dire que la première année, le projet n'est pas rentable. On a un beau ROI, hein, puisqu'on a un ROI qui est quand même. Christophe a raison, hein, la logique, c'est que on est de moins en moins d'écart tous les ans. Donc c'est vrai. On va traiter en fait au fur et à mesure les exceptions tous les ans et puis les exceptions on va devenir affiner. un standard. On va affiner, puis le transporteur va devenir meilleur. Donc Christophe, il a entièrement raison, hein, c'est un truc vertueux. Alors je ne l'ai pas modélisé dans le fichier parce que j'ai fait ça un peu rapidement, mais Christophe, très très bonne remarque. Mais en tout cas, ce n'est pas satisfaisant. Hein, quand vous faites ce projet-là, vous dites non, mais ça ne va pas parce que ça, les financiers, ils n'aiment pas les paybacks qui sont supérieurs à 1 an. Ils veulent le payback inférieur à 1 an parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Hein. Ils ne veulent pas engager des projets avec un hypothétique retour sur investissement. Donc, tu as la solution. Donc voilà, donc c'est le slide suivant. Le slide suivant, c'est on repart un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut rationaliser. Ouais. Hein, souvenez-vous, tout à l'heure, j'avais 5 transporteurs. Donc là, j'ai rationalisé mon achat de transport. Donc c'est le job de l'acheteur. Vous voyez que finalement, le transporteur 1, tout à l'heure, il avait 1 million d'euros. Et là, il se retrouve avec 3 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a rationalisé, on a dit pourquoi je ne massifierais pas sur un seul transporteur. Donc quand vous massifiez sur le transporteur, vous avez 5 transporteurs, vous n'en avez plus que 3. Vous avez toujours le même gain. Hein, le gain, il est identique, 60, c'est 60 000. Par contre, vous avez moins de grilles. Souvenez-vous, tout à l'heure, vous aviez 10 grilles, là, vous n'avez plus que 5 grilles. Hein, puisque vous avez fait le travail de rationalisation. Et donc, vous voyez que le coût du projet, forcément, là, tu as gagné l'intérêt du financier. Je gagne l'intérêt du financier, ce projet est plus court. Donc, je fais un projet plus court, voilà. Et puis, en phase de run, il y avait des grilles qui étaient complexes.
Puis finalement, on est passé sur les transporteurs et des formats de grilles un peu moins complexes. Ouais. Donc, vous voyez que quand je joue aussi sur la complexité des grilles, ben, je fais aussi baisser le coût du run là, de 75%, Ah ouais. c'est-à-dire des écarts. Et donc, vous voyez que quand on refait l'exercice, vous voyez, je vous ai mis en rouge les chiffres qui changent là. On a amélioré l'onboarding, le coût de traitement des écarts a diminué. Bon, et puis alors vous avez été bon dans la négo, hein, vous avez dit à l'éditeur, non, mais t'es gentil, mais la première année, on ne va pas utiliser la solution tout de suite parce qu'on a toute la phase projet. Donc je ne veux pas payer pendant la phase projet, je veux payer qu'une fois que la solution est en place. Donc vous lui avez négocié l'abonnement de la première année. Hein, et puis bah, passer de 20 000 à 10 000. Et puis vous voyez que tout de suite, votre payback il est inférieur à un an. Et donc là, Donc là, vous pouvez aller voir le bravo. financier. Mais dire financier, bah, écoutez, j'ai besoin qu'on se mette dessus et puis qu'on travaille. Et donc là, vous avez un projet non seulement qui a un payback qui court, mais avec un ROI qui devient intéressant. Ah ouais, donc ça, c'est l'exercice qu'il faut faire. Alors, tu appuies encore un peu. Et après, vous avez les 75%. Ouais. Ça aussi, c'est un driver qui est intéressant qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que bah, tout le but du jeu, c'est d'avoir les factures bonnes de premier coup. Bah, bien sûr. Et donc, c'est un indicateur qui va vous permettre de faire vos revues de contrat avec les transporteurs pour dire, bah, je commence à 40%, 50%, puis mon objectif, c'est 75%, et puis 80, 90%. Parce que moins il y a de coûts, moins il y a d'erreurs, bah, moins ça vous coûte cher en termes de contrôle. Bah oui. Donc voilà, donc vous voyez que c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et ça, vous voyez, vous allez le faire dans toute la phase d'étude. Hein, avant de lancer le projet de contrôle facturation, vous assurez que bah, ça va être pertinent. Voilà tout ce qu'on fait. Hein, donc nous, quand on fait un projet chez un client, bah, on dit non, non, on ne lance pas le projet tant qu'on n'a pas fait l'étude. Non, sinon on se focalise sur les 60 000 et puis après c'est la douche froide. Voilà, et puis après, on va l'aider à prioriser. On va dire, bah, la première année, on va peut-être faire l'aérien, on va peut-être faire le maritime, la route, ça viendra en deuxième année. Ou en tout cas, c'est peut-être l'inverse, parce qu'il y a plus de budget sur la route. Enfin voilà, c'est tout cet exercice-là qui va nous permettre, entre guillemets, de construire une stratégie avec le client. Le temps passe vite, je vais accélérer. Il est moins Il est 5. moins 5. Bon, les enjeux, rationaliser, diminuer le nombre de grilles. Alors, idéalement, ce travail, on le fait quand? On le fait pendant la phase d'appel d'offres. Parce que Ouais, c'est il là faut qu'on a même du... l'anticiper un petit peu, Ben, quoi. parce que c'est là qu'on a du levier avec le transporteur. Parce Bah, qu'on est quand dans la on- phase de négo, on n'a pas encore sélectionné. Ouais, Donc, mais- on peut entre guillemets, être assez pushy sur l'obtention des règles et puis ouais. faire valider les règles. Ouais. Et moi, je dirais, il faudrait même prévoir pendant cette période d'appel d'offres, d'anticiper un peu l'appel d'offres et de détendre un peu la pression. Oui, C'est-à-dire l'anticiper d'un mois ou 2 mois, parce que ces exactement. discussions vont prendre du temps et risquent de polluer justement l'appel d'offres. Tout à fait. Donc il faut être vigilant quand même. Voilà. Et oui, tout ça, vous allez l'annoncer pendant l'appel d'offres. Ouais. Vous allez dire cet appel d'offres, c'est un appel d'offres pour faire un achat, mais c'est surtout un appel d'offres parce que derrière, on va contrôler. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on contrôle? Alors, il ne va pas vous dire qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'il va vous dire, ben, normal que quand j'achète, je reçois une facture, je veux bien savoir ce que je paye. Oui. Donc, vous voyez, vous allez rentrer dans tout ça. Donc, c'était un slide récapitulatif rapide. Mais voilà. Ok, bon, ça répète ce qu'on a dit. Voilà. Alors, tout passe par le cool kit d'onboarding. Hein, parce que, alors, malheureusement, je ne peux pas peut-être l'envoyer, enfin, je n'ai pas fait. J'avais un toolkit qui était sur mon PC, comme on est sur le PC de Jean-Baptiste. Et il y a un toolkit d'onboarding. Pourquoi? Parce que quand on veut onboarder les transporteurs, il y a toute une méthodologie. Ouais. On récupère des informations, puis veille toutes ces règles qu'on a identifiées tout à l'heure, les règles de calcul, le nombre de grilles, quand est-ce qu'elles s'appliquent, les tolérances, voilà. Et puis en fait, il y a tout un kit entre guillemets qui permet entre guillemets de suivre l'onboarding des transporteurs et de savoir où on en est où dans la phase d'onboarding, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on attend des uns et des autres. Parce que même si la charge de travail est que de 40 ou 50 heures, vous pouvez avoir 2 mois pour le faire. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous pointer en réunion avec le transporteur, il n'y a jamais la bonne équipe en face. Hein, parce que c'est DHL et puis ils vous ont dit que c'était... non, les grilles, c'est les mêmes au niveau européen. Hein, c'est pareil. Sauf que quand vous allez rentrer dans l'État, vous allez rendre compte que les Italiens, c'est la grille européenne, mais ils ont une petite spécificité dans la grille. Hein, ouais, donc vous allez rentrer dans tout ça. Donc là, il y a un peu de PMO à faire pour suivre un peu le projet. Ouais. Voilà. On a une bonne. C'est top. Du coup, on a quelque chose après. Ouais, après, tu as encore 2-3 slides. Je les fais très rapidement. Vas-y, si tu peux les montrer. Eh bien, c'est parti. Hein, donc, vous avez les types d'abonnements. Donc, vous avez les modèles économiques où vous payez un abonnement et puis c'est vous qui faites le job. Hein, puisque ça. Vous avez les success fees. Alors, ça, les success fees, c'est pas bien. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, le success fees, c'est un piège parce que ceux qui se rémunèrent au success fees, ils n'ont aucun intérêt à ce que les grilles soient bonnes. Il y a toujours des écarts. Ils vont se rémunérer sur les écarts. Donc, success fees, c'est un piège. Et puis, c'est pas bien. Enfin, c'est pas vertueux. Ouais. Hein, donc, ça, c'est pas beau comme modèle. Puis après, vous avez les modèles hybrides. Parce que vous voulez le système. Parce que vous voulez maîtriser toutes les règles, vous voulez vraiment encapsuler tout ça chez vous, puis vous voulez récupérer là. Par contre, vous n'avez pas forcément le temps de suivre les justifications. Donc, vous pouvez externaliser la justification de l'écart. Voilà, donc, vous pouvez monter des modèles hybrides.
hein, si tu veux passer un peu plus vite. Donc voilà, les factures bonnes, c'est le job, ça. C'est Ok. les factures bonnes du premier coup, hein, c'est ce qu'on cherche. Tu me l'as dit. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est des exemples. Donc, vous voyez, vous avez des écrans, hein, c'est assez simple finalement, les systèmes de contrôle facturation. Mais vous voyez combien de factures j'ai intégrées, combien j'ai de gap, quelles sont les économies, euh, combien il me reste de factures à justifier un écart. Alors, vous avez le détail de toutes vos factures, hein, vous voyez, c'était Schenker. Voilà, ben, il y a un écart sur la première ligne de 1978 €. Donc Je ça sais peut pas être n'importe pourquoi. quel Ça peut être transporteur, hein. n'importe quel transport, Ça c'est un marche avec tous les exemple. Puis ça, c'est transporteurs. une base de test, hein, donc vous ne voyez pas ça. Mais donc, si tu déroules le slide suivant, hein, donc le slide suivant, ouais, c'est un exemple. Donc, j'ai cliqué dessus. Hein, Sur un shipment. voilà, sur un shipment. Ben, ce shipment, il a 4 postes de coût. Hein, donc, je vois tout de suite en rosé, c'est les postes qui posent problème. Et donc, vous voyez, j'ai l'écart. Et puis la proposition du transporteur. Puis à côté, vous avez finalement vous avez tout le détail de l'expédition. Donc si tu le fais sur un autre, ouais, vous pouvez avoir beaucoup de postes de coût sur un transporteur. Avec lui, il y a quand même pas mal de Oui, postes de coût à contrôler. c'est Donc assez classique ça, hein. toujours pareil, vous avez les écarts à côté. Hein, hein. Donc, je crois que Voilà, c'est pareil, on vous a le avez toujours sea le même freight, système, le sea freight, hein, c'est classique aussi. voilà, Encore, avec il n'y tous en a les pas postes trop, de hein, ça coût. va. Hein. Puis après, vous avez toute la partie justification qui est collaborative. Hein, Ah oui, pourquoi? Parce que vous voyez que après on a le détail donc des factures. Après, vous avez les relations, c'est-à-dire que vous avez échangé, vous avez un chat, hein, vous échangez plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on garde tout l'historique de qu'est-ce qui a été décidé. Parce oui, qu'en cas d'audit et de contrôle, de l'audit interne dans les entreprises, parce que finalement, il y a eu des écarts, mais on a accepté les écarts. oui, mais Mais est-ce qu'il n'y a pas des. Enfin voilà, il donc faut il le faut justifier, justifier faut le pourquoi on accepte les décrire, il faut écarts. avoir une traçabilité de tout ça. Donc, on a l'audit interne sur certains grands groupes qui viennent et puis qui disent mais nous, on veut avoir la trace de qui a justifié, pourquoi il a Ah, c'est accepté. top là. Et donc, ouais, vous pouvez même avoir les documents qui sont chargés, Ouais, des ça, photos, des documents, des ah oui, bah, justificatifs, des mails, c'est top. pour garder toute la C'est vrai que traçabilité. pour l'avoir fait, moi, dans mon entreprise, avec les mails derrière, mais c'est un vrai travail. Puis Hein. quand le gars est plus là et qu'il part, Et qui part, on n'a plus la trace. Hein. on arrête sa boîte mail, Et on perd tout. et on perd Voilà, tout. voilà. Donc là, on garde tout. Donc, ouais, c'est assez simple. Voilà, donc je démystifie, il fallait démystifier le sujet. Et ouais, C'est il y a top. il y a une vraie vision stratégique à avoir, en tout cas, avant de mettre en place ce projet. Ceci étant, c'est relativement simple à faire. Enfin voilà, c'est du bon sens, tout ce que je vous ai dit. Oui, puis merci Jean-Christophe. Alors, bah, si vous avez des questions, posez-les, hein. On a encore un petit instant pour y répondre. Je pense que c'est effectivement clair. J'ai bien aimé le commentaire de Christophe, hein, qui nous dit bah, le nombre d'écarts, des fois, il peut venir de nous-mêmes, chargeurs. Bah, Ouais. des fois, on peut être inducteur d'erreurs parce que bah, on n'a pas les bons poids, comme tu l'as dit, dans l'aérien. Ouais. On n'a peut-être pas le bon moyen de pousser l'information Mm. auprès du transporteur, et puis bah, lui, il fait avec ce qu'il a, hein. Ouais, ouais. Donc, lui, il n'a pas de matière, bah, il essaie de facturer avec la qualité de matière qu'il a, et à la fin, ça fait une mauvaise facture. Exactement. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Le webinaire est terminé, hein. C'était un excellent webinaire. J'ai l'impression que vous n'avez pas de questions. En même temps, quand c'est clair comme ça, bah, il y a peu de questions. Donc, bah, Bon. merci Jean-Christophe, parce que Merci Jean-Baptiste. Ouais. c'est encore un deuxième webinaire de qualité qu'on a réalisé là. C'est vraiment pertinent et ça va permettre, j'espère, à plusieurs personnes de s'imaginer comment on va pouvoir automatiser ce contrôle facture dans l'entreprise et encore bah, apporter de la valeur grâce à la supply chain. Donc, c'est parfait. Écoutez, merci à tous et puis merci Jean-Baptiste pour cette invitation. Voilà. Merci. Eh bien, on vous envoie la présentation pour ceux qui ont assisté et on vous dit à très bientôt. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour et je vous recommande le précédent webinaire qui était de la même qualité que Jean-Christophe, sans langue de bois, direct, utile et vraiment avec un bon niveau d'expertise. On vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.